Bienvenue dans la saison 2 du podcast La Voix des femmes résilientes de Wounded Women dont je suis l'hôte. Et je suis très heureuse aujourd'hui de recevoir Alexandra, une warrior qui est la fondatrice d'Allons-y Prévention, qu'elle a créée suite à son cancer, pour faire de la prévention autour justement du cancer du sein mais pas que. On y parle aussi cancer de la peau. Elle avait surtout fait de nombreux témoignages où elle donnait la parole à des personnes qui avaient eu un cancer. Elle est très engagée, vous allez découvrir son parcours aux côtés de cas-fighteuses et de toute cette sororité qu'il y a autour des femmes qui sont touchées par le cancer et qui essayent de s'épauler, d'en parler, de partager de l'information. C'est encore un épisode très riche et je suis très heureuse de lui donner la parole en ce mois d'octobre rose 2024. Je vous laisse donc en compagnie d'Alexandra, de son histoire de nouveau incroyable. Envoyez-lui beaucoup d'amour et je vous souhaite une belle écoute. On se retrouve juste après. Bienvenue Alexandra sur le podcast. Merci de m'avoir invitée. Je suis super heureuse de te recevoir. Je suis hyper heureuse qu'on enregistre cet épisode ensemble parce que tu es dans l'aventure avec moi depuis le départ, depuis tout début. On s'est rencontrés tout au début quand on parlait de cicatrices, de prévention. Tu vas nous en parler aussi. Et je suis très honorée que tu nous partages aujourd'hui ton histoire à toi, ta résilience. Est-ce que tu veux bien te présenter pour celles et ceux qui ne te connaîtraient pas? Bien sûr, donc je suis Alexandra, j'ai 37 ans et je suis bien des choses. Je suis une maman d'une petite fille de 7 ans, je suis une épouse comblée, une femme extraordinaire et je suis aussi la créatrice du compte Instagram Allons-y Prévention que j'ai imaginé suite à ma propre expérience. Exact. Et est-ce que tu sais que que le mantra de Wonder Woman, c'est pas de cicatrice sans super-héroïne, et que sur ce podcast, on parle de résilience et de cicatrice, qu'elle soit physique ou émotionnelle. Du coup, aujourd'hui, de quelle cicatrice on va parler? Je pourrais en citer plein, moi-même je commence à les cumuler. Euh, mais justement, j'ai envie de parler du fait de ne pas se rajouter plus de cicatrices que ce qu'on a déjà, et ce qu'on doit déjà gérer. Et moi, celle que j'ai choisie, c'est celle de la solitude, de ce sentiment d'isolement, de cette sensation d'être marginalisé, là où on a la chance aujourd'hui, lorsqu'on est malade, notamment du cancer, de pouvoir se rassembler, se réunir avec d'autres personnes qui ont la même expérience et voir qu'on n'est plus seul. Et comme on dit si souvent, on est plus fort ensemble. Et j'espère l'avoir démontré. Ouais, bah on va parler de ça parce que ça passe notamment par tout ce que tu fais sur Allons-y Prévention, qui est absolument d'utilité publique, à la fois en termes de contenu, d'information et de prévention, et à la fois en termes de soutien justement et de communauté de personnes qui vivent la même chose. Et encore une fois, on ne fait pas d'hierarchie, il n'y a pas de petit cancer. Voilà, c'est que tu fais aussi beaucoup de prévention sur les cancers de la peau, qui ne sont pas des petits cancers, on le redit. Est-ce que tu veux bien justement nous expliquer un petit peu comment la maladie et tes cicatrices sont entrées dans ta vie, un petit peu comment ça s'est passé pour toi et par quelles étapes t'es passé et comment tu l'as vécu du coup? Bah, écoute, si je dois prendre mon historique, il y a des cicatrices que toi-même tu ne connais pas, puisque en fait, les premières que j'ai eues, j'étais adolescente. J'avais repéré que j'avais ces espèces de kystes qui n'en sont pas finalement, à différentes parties de mon corps, au niveau de ma jambe, au niveau de mon pied, voilà, pour tout te dire. Et c'est à partir de ce moment-là que j'ai commencé à consulter les médecins. Alors c'était il y a longtemps, hein, puisque je devais avoir 14 ans quand j'ai vu qu'elles étaient là. Et à l'époque, on n'était pas si au fait et au courant de ce que ça pouvait être. Donc on m'avait juste expliqué que comme monsieur et madame tout le monde, on a tous des kystes ou des masses euh, non agressives dans le corps, mais que moi j'en avais particulièrement beaucoup. Donc quand j'étais ado, on m'a opéré pour en enlever un certain nombre pour que je sois plus à l'aise. Mais on ne soupçonnait rien sur ce qui pouvait m'arriver par la suite. On m'avait juste dit de faire attention et c'est pour ça que j'avais des contrôles annuels sur ce fait-là. On m'avait dit très clairement, hein, on m'avait dit j'ai pas plus de chance qu'un ou qu'une autre d'avoir un cancer du sein, mais sauf que si ça m'arrivait,
ça allait être plus compliqué de détecter ce qu'il en est plus qu'une autre personne. Pourquoi? À cause du fait que tu avais déjà ces kystes et donc un dérèglement quelque part? C'était C'est quoi? ça. Ah J'avais oui, énormément de kystes. Je suis une femme lambda. Il y en a forcément. Enfin, forcément, c'est une façon de parler, bien sûr. Mais c'est banal d'avoir deux, trois masses qui se battent en duel dans son sein. Euh, Moi, j'en avais déjà beaucoup, beaucoup, à tel point qu'on pouvait pas les compter, quoi. Voilà. ah oui, Ouais, d'accord. ouais. Mais je vivais avec cette idée-là que c'était ma particularité. Il fallait que je me fasse contrôler, mais c'était ce qui fait que j'étais un peu plus différente que les autres. D'accord, parce que tu parles de la jambe, mais en fait, on avait aussi déjà dans la poitrine. C'est pour ça que tu dis que de faire Aussi. détecter. Ouais. Non, c'est pour qu'on comprenne. C'est que Exactement, mais si j'en t'as. avais. Ouais, c'est ce que, en fait, on dit souvent, tu sais, quand on fait la. Enfin, et t'as été hyper active là-dedans, et on reparlera de ce moment sur les Champs-Élysées aussi, sur la prévention contre le cancer du sein. Mais c'est vrai que dans ce qui est autopalpation, etc., en général, sur ce sur quoi on interpelle les femmes, c'est si jamais vous sentez une masse. Et c'est vrai que toi, tu dis, on aurait eu du mal à la trouver parce que j'en avais déjà. C'est ça que tu veux expliquer. Exactement, j'en avais des non invasives, mais j'en avais beaucoup, quoi. D'accord. Quand en 2019, j'ai vu une masse plus gênante qu'une autre, mon premier réflexe a été de me dire, ok, c'est embêtant, mais c'est juste un qui se rebelle plus que les autres. Je me projetais déjà dans une opération en me disant, oh, flemme, j'ai pas envie, mais j'étais en termes de d'analyse de danger, euh, Ouais, j'étais pas plus haut que ça, quoi, en termes de réflexion. d'accord. Voilà. Mais cette masse-là, celle qui sortait du lot, elle m'embêtait vraiment. Et c'est pour ça que mon, mon histoire est un peu différente de celle des autres, parce que moi, c'était banal d'avoir des masses dans ma poitrine. C'était ma norme, c'était normal pour moi. Ah, c'est hyper intéressant. Je savais pas du tout ça dans ton histoire. C'est Et- ouais, c'est très intéressant. Tu étais déjà maman du coup en 2019 si tu me dis que ta fille a 7 ans. ouais, exactement. Et t'avais Petite, pas eu de 3 soucis ans. pendant ta maternité parce que je sais que parfois les femmes expriment entre guillemets une flambée au niveau du, du cancer ou de cellules qui étaient déjà sous surveillance pendant la maternité. Toi à ce moment-là, t'as pas eu de soucis particuliers? Rien du tout, rien du Ouais, tout. Et en plus, euh, est-ce que je peux me permettre de faire le lien? Je pense pas, parce que quand même, malgré tout, elle avait 3 ans quand j'étais diagnostiquée de mon cancer. Je pense que le, les conséquences se seraient manifestées plus tôt. Vraiment, pour moi, en tout cas, j'exclus cette possibilité-là. Euh, je suis partie voir ma gynéco, qui m'a dit, écoutez, c'est possible que ce soit ça, mais je n'ai pas le matériel nécessaire pour le dire. Et je lui ai demandé de l'aide pour prendre contact avec la salpêtrière, parce que ce n'est pas un hôpital, c'est un village, et on a calé un rendez-vous très rapidement. Et là, tout s'est enchaîné, euh, puisque lorsque je suis partie à la Pitié-Salpêtrière, le professeur qui me suit aujourd'hui m'a dit des mots que je n'oublierai pas. Il m'a dit, écoutez, euh, peut-être que je me trompe. Si je me trompe, j'assumerai. Mais par rapport à ce que je vois, je suis inquiète. Je pense que c'est un cancer du sein. Je vais euh, je vais vous faire passer plusieurs examens en anticipant ce qui peut se passer. Et j'assumerai si j'ai tort, mais on doit gagner du temps. et comment tu le prends à ce moment-là? Parce que comme toi, tu as l'habitude de ces masques, comme tu disais, est-ce que c'était quand même dans un coin de ta tête ou est-ce que, comme beaucoup peuvent le décrire, tu te prends le mur, enfin le ciel te tombe sur la tête? Comment ça se passe pour toi? En fait, euh, j'ai commencé à parler de cette masse qui m'embêtait plus qu'une autre à des copines, à des collègues. Et puis elles m'ont regardé un peu en coin, l'air de dire je veux pas te faire peur, mais bon, est-ce que tu penses pas que... Et en fait, progressivement, c'est monté comme ça. Moi, la première personne à qui je dis ça, j'ai dit non, je pense que voilà, c'est ces fameuses masses qui m'embêtent, c'est tout, quoi. Après, t'as une deuxième conversation, une cinquième, une sixième, et là, tu te dis, ouais,
l'inquiétude elle commence à grandir. Mais pour moi, ça peut pas être possible parce que on peut pas avoir un cancer du sein à 32 ans. Ouais, c'est C'est ça. voilà, c'est pour les autres. Donc Ouais, ouais, ouais. pas ça peut pas tomber sur moi, c'est bon. Je vois pas pourquoi ça me tomberait dessus à moi, quoi. Donc et en plus, je pense que c'est le cas de beaucoup de personnes. Mais en tout cas, c'est mon cas. Je me suis fait on se prend un peu pour Dr House quand on nous arrive. On, on se diagnostique soi-même ce qui est en train d'arriver en se disant mais non. Et en fait, moi, j'avais cette fameuse tache rouge sur le sein. Donc, Ah, d'accord. aujourd'hui, je sais ça peut être un des signaux d'analyse qui peut faire penser qu'on a un cancer du sein. Mais à Tu peux, l'époque, je savais pas du tout. tu peux préciser du coup, pour celles qui savent pas, cette tâche, à quoi elle ressemble justement et qu'est-ce qui doit alerter? Alors, en fait, on parle souvent, en tout cas lorsqu'on ose parler d'autopalpation, on parle souvent de la fameuse petite boule qu'on sent dans sa poitrine et qui nous alerte. Mais il n'y a pas que cette petite masse qui nous alerte. Il y a aussi l'apparence que peut prendre notre sein. Donc ça peut être un écoulement un peu étrange, le mamelon qui est rétracté d'une manière inhabituelle, mais ça peut être aussi via l'apparition d'une tache rouge sur la peau qu'on peut se dire que il faut s'inquiéter et aller consulter. Et D'accord. donc moi, comme mon sein était très tiré à cause de cette masse embêtante, je me suis dit non, c'est une tache rouge parce que c'est ma peau qui est abîmée, en fait. Ah, ok. Voilà. Faut pas penser comme ça. Mais sur le coup, de toute façon, je pense que c'est aussi un instinct de survie de trouver des explications logiques et rassurantes à tout problème, quoi. Et donc, j'ai fait un enchaînement d'examens, euh, deux biopsies, pas une seule, deux biopsies à une semaine d'intervalle, puisque en fait, on avait beaucoup de mal à prendre cette masse qui est nécessaire pour faire le diagnostic. Mais j'ai enchaîné aussi les IRM, écho cardiaque, puisque la chimio potentielle à ce moment-là peut impacter le cœur. Donc c'est Mais quand allé. t'enchaînes tout ça, parce que là, on te voit, t'es toute souriante et tout, et moi, je te connais, je sais que t'as le feu sacré, que t'es tout le temps hyper souriante. Enfin, comme Maria, vous êtes hyper solaire, vous êtes incroyable, quoi. Mais à ce moment-là, quand t'enchaînes tout ça, t'es en mode déjà combatif ou t'es en mode d'attente? Ah Ou mais peur? je suis en mode blackout quoi. Ouais, Pour moi, à ce moment-là, je suis un zombie. On me dit d'aller à droite, je vais à droite. On me dit ouais, d'aller à gauche, je vais à gauche. ouais. Et dès qu'on me parle, à ce moment-là, je pleure, mais toutes les larmes de mon corps jusqu'à n'en plus finir, quoi. Donc, D'accord, moi, je suis dans une détresse totale et le seul moyen de ne plus être en détresse totale, c'est d'éteindre mon cerveau et de faire ce qu'on me dit, de m'asseoir. Là, on me demande de m'asseoir, quoi. d'accord. C'est l'un ou l'autre. Voilà. Euh, mais en tout cas, suite à ces examens, euh, on m'a annoncé que j'avais donc un cancer du sein triple négatif. À ce moment-là, on n'avait pas fait plus d'examens, je m'expliquerai ensuite. Euh, et puis pour moi, alors là, c'est quoi un cancer du sein triple négatif? Il y a plusieurs sortes de cancer du sein, qu'est-ce que ça veut dire? J'en sais rien du tout, quoi. Mais ma posture à moi, au bout d'un moment, c'était de dire amen à tout ce qu'on me disait. C'est-à-dire que je pense que j'aurais pu, avec le recul, j'aurais pu me poser plus de questions que je m'en suis posé à l'instant T, mais j'avais pas la force de réfléchir à tout ça. J'avais pas la force de me renseigner sur ce que peut être un cancer du sein triple négatif versus les autres. Je peux pas. Tout ce que je peux faire, c'est me lever et entre guillemets d'accueillir les soins que je dois suivre et c'était déjà beaucoup me demander. De toute façon, ma vraie détresse, celle qui était vraiment la plus intense, elle a duré pendant 3 mois après mon diagnostic. Pendant 3 mois, euh, j'avais peur de tout, je pleurais pour tout. C'est important de pleurer, il faut pleurer. Moi, je pense que c'est une phase presque c'est cette phase d'acceptation qui est importante. Je m'inquiéterais, moi. Demain, une personne me dit qu'elle vient d'être diagnostiquée, mais que elle est toute pumped up et que la vie est belle. Je dirais qu'elle est dans le déni total, quoi. Donc, je serais plutôt inquiète. Mais moi, cette phase-là, elle a duré 3 bons mois.
C'est très étrange, par contre, qui t'explique pas ce que ça veut dire, parce qu'on entend cancer du sein déjà, bon, ça fait peur, mais triple négatif, on sait aussi, enfin, ça fait peur aussi, tu sais, parce que maintenant on connaît les mots, mais on sait pas forcément ce qu'il y a derrière, et il te l'explique pas à ce moment-là. Alors, il me l'explique, mais comme des médecins. Ah oui, c'est ça, donc incompréhensible pour un néophyte, quoi. Voilà, ils vont m'expliquer que il y a des tumeurs réceptives à des hormones, et puis il y en a d'autres non. Et donc, cette catégorie de autres non, ça s'appelle triple négatif. Point. Voilà. Oui, ce qui, en fait, n'a pas de sens pour quelqu'un qui est pas soit déjà au courant du sujet parce qu'il a déjà été malade, ou parce qu'il est soignant, et du coup, c'est difficile de comprendre. C'est ça. À part Euh, là, avoir envie de dire, ben, très bien, si vous le dites, c'est oui, que c'est c'est ça. vrai. J'avais pas grand-chose à rajouter, quoi. Et finalement, comment ça se passe dans ton parcours de soins? Est-ce que tu es opéré rapidement? Comment ça se passe? Alors moi, j'ai eu la Sainte Trinité, chimio, opération, radiothérapie, dans cet ordre-là précisément. En fait, ma tumeur, elle était tellement grande euh, que euh, il a fallu lui mettre des gros coups de poing pour qu'elle rétrécisse de manière raisonnable. Donc avec des cycles de chimiothérapie. J'ai commencé en mai 2019, donc jusqu'à septembre 2019. Euh, C'est donc voilà. long, hein, vache. C'est C'est... long, mais quand j'entends le parcours de certaines copines, euh, c'est long, mais ça peut être pire. Oui, mais c'est long parce que c'est intense. Parce que tu Voilà, dis, en fait, ça a été une chimio très intense, en fait. c'est ça. Oui. C'est exactement ça. Je l'ai constaté maintenant que j'ai du recul avec le parcours d'autres copines. C'était des séances très rapprochées Bah pour oui. vraiment euh, fracasser la tumeur. Et donc, donc il y a deux phases de chimio. La première, elle était agressive. Enfin, je me suis plus reconnue. J'ai perdu 10 kilos. Je ressemblais à rien. Je ressemblais à rien dans ce sens que euh, t'es même plus blanche, t'es grise, quoi. T'es grise moche. Donc, voilà, c'est ça comme teinte de couleur, c'est gris moche. Tu perds tes cheveux. Moi, j'ai pas eu de nausées. La seule fois où j'ai eu des nausées, c'était vraiment quand j'ai commencé à perdre mes cheveux. Et mon médecin m'a dit, je pense que c'est plutôt le choc émotionnel qui vous a donné des nausées. Et, euh, et voilà, j'ai perdu 10 kilos. On était en plein été, entre deux semaines de canicule. Donc, en fait, j'avais l'impression que je pouvais rien faire. Et j'avais peur de faire. J'avais peur même de d'aller marcher jusqu'au parc près de chez moi parce que j'étais toute seule. Et je me suis dit, mais ça se trouve, je vais m'évanouir en plein chemin. Enfin, je me suis imaginé des scénarios aux catastrophes les plus extrêmes, quoi. Euh, Attends, parce que je voulais revenir sur le fait que tu étais seule. Est-ce qu'on peut juste revenir en arrière? Comment ça se passe, l'annonce à ta fille, à tes proches, que tu es malade? alors, il y a plusieurs choses. Euh, la première, je me demandais si j'avais dit d'abord à mon mari ou d'abord à ma mère. En fait, non, j'ai dit d'abord à mon mari quand je suis revenue de rendez-vous, et mon mari, c'est plutôt un Rambo dans la vie. Il va pas trop partager ses émotions, mais il était plutôt en mode commando, quoi. Bien sûr, il m'a apporté beaucoup de soutien, mais non pas dans les extrêmes, hein, voilà. Mais il était plutôt en mode ok, qu'est-ce Euh, qu'on fait maintenant, quoi. ouais, on va Voilà. combattre. Ouais, ok. Voilà. Ma fille, je lui ai dit avec des mots qu'on peut dire à un enfant de 3 ans, quoi, hein, que maman est malade, mais j'avais pas du tout envie de poser des mots comme cancer, chimio ou autre. Par exemple, j'ai pas dit chimio, j'ai dit que j'avais un médicament qui était tellement fort et tellement puissant que ça me faisait perdre les cheveux, mais que les cheveux allaient revenir. Mais pour moi, c'était complètement inutile, dans mon jugement de valeur à moi, c'était complètement inutile de lui parler de ces mots trop vrais et authentiques du cancer, quoi. Oui, oui, mais je veux dire, tu as pu lui expliquer justement la perte de cheveux, ton changement d'état, parce que ça peut aussi être inquiétant pour l'enfant et te rajouter de la charge mentale à toi, en fait. C'est ça. C'est ça, mais j'ai décidé de tout lui dire. De tout lui dire avec des mots appropriés, mais de tout lui dire. Je me D'accord. souviens, quand je suis allée chercher ma perruque, partie dans une boutique adaptée,
et qui a une espèce de mini salon de coiffure à l'intérieur. Elle la personne m'a rasé les cheveux en me gardant un micro-poil sur la tête. Donc j'avais mon bonnet, ma perruque, etc. Je suis rentrée à la maison, ma fille m'a vue avec un bonnet. Alors, un enfant de 3 ans qui voit un nouveau chapeau sur la tête de maman, elle, tout ce qui l'intéressait, c'était de me le prendre, quoi. Et moi, je voulais pas parce que j'avais peur qu'elle soit choquée, voilà. Et au bout de 30 secondes d'insistance de sa part, je lui dis bon, ok, et je lui donne mon bonnet. Et en fait, elle a vu ma tête, elle s'est marrée et elle est partie dans sa chambre jouer avec ses poupées. Voilà. Ouais, c'est ça. Parce que, Voilà. ouais, ouais. Mais c'est les enfants, ils sont assez incroyables. Et parce que tu disais tout à l'heure que tu avais peur d'aller te promener parce que tu étais seule, c'est parce qu'en fait, j'imagine, bah, ton mari est au travail et ta fille à l'école. C'est ça, en fait. C'est pour ça. Exactement. Ouais, c'est ça. Euh, on- Mon mari a eu le soutien de ses collègues, donc ils ont donné un maximum de jours de congé possible C'est super, pour. ça. Mais donc ça a été d'une grande aide. Mais malgré tout, euh, il n'était pas là tous les jours et ça aurait été inutile. Même, enfin, c'est pas utile qu'il soit là tous les jours non plus, puisque même sous chimio et même quand ça va pas, on vit quand même, hein. On vit même quand on dort, hein. Je dormais beaucoup, mais j'étais vivante, donc voilà. Et j'ai eu le soutien de ma mère aussi, un énorme soutien. Elle faisait tout pour moi, les petits plats, le ménage, s'occuper de ma fille, tout ce que tu peux imaginer. Et puis ma fille était alors à l'époque, c'était avant le CP, donc avant la maternelle. Donc elle était chez l'assistante maternelle. Et c'était très bien qu'elle vit sa vie de petite fille tranquillement, voilà, parce que on- j'avais plus que moi à m'occuper. Et c'était très bien comme ça. Ah, ok. Mais n'empêche que dans la journée, bah, entre deux chimios, bah, j'étais seule et j'avais pas conscience aussi de tout ce pouvoir qu'on pouvait prendre dans sa maladie. Euh, je suis quelqu'un de positif, mais face à la maladie, la fatigue que ça engendre, la peur de la maladie et de ses conséquences, comme je n'étais pas informée de tout ce qu'on pouvait faire, bah oui, déjà je restais chez moi, quoi. Puis j'attendais que je sais pas, le soir par exemple, j'avais la visite de copines ou d'amis, mais c'était pas non plus tout le temps, tous les jours, à chaque instant. Donc il y a des grands moments où j'étais toute seule et j'avais pas conscience de jusqu'où je pouvais pousser mon corps à faire quelque chose dans ces moments-là. Euh, donc c'est pour ça que je faisais pas grand-chose dans une première partie de ma maladie en tout cas. Et du coup, tu fais cette chimio super intense et tu te fais opérer à la fin de ta chimio? Alors j'ai fini ma chimio fin septembre, le 15 septembre 2019 pour être exact. Un mois, on me laisse un mois tranquille. Donc en octobre 2019, on m'opère mon sein droit, le sein malade. Et j'ai une peur d'enfer. Alors malgré les apparences, d'autres personnes m'ont déjà dit non, moi j'étais impatiente parce que j'ai envie qu'on me retire ce qui représente la maladie, etc. Moi j'étais dans une terreur infinie de me faire opérer. En plus c'est très bizarre parce que j'ai toujours eu cette peur, les peurs inexpliquées, hein, d'être amputée de quelque chose. Et là, euh, ça se manifestait, et j'étais terrifiée, quoi. L'un des leviers qui m'a aidé à un peu mieux contrôler cette peur, c'était que j'ai rencontré une énergéticienne près de chez moi qui m'a offert un soin à ce moment-là. Et ça, ça a largement contribué à ce que ça se passe mieux, cette opération. Et j'étais terrifiée jusqu'au moment de fermer les yeux sur la table d'opération. Je me souviens qu'il y avait ce professeur qui me suit. C'était un éminent professeur qui a plein de récompenses et qui est dans toutes les revues médicales. Et je lui dis, bon, je sais que vous êtes quelqu'un d'important, mais je peux vous tenir la main jusqu'au bout? Elle m'a dit, oui, bien sûr. Donc, on était main dans la main en train de parler jusqu'à que Est-ce je que m'endorme. t'étais... Ah oui, t'étais... Oui, parce que c'est comme en anesthésie générale. Ah oui, ah Oui, bah oui. oui. Ah bah oui, quand même. Non, 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 mais parce que comme tu dis ça, c'était juste le temps que tu t'endormes. Ouais.
Ouais. exactement. Et quand je me suis réveillée, je suis retournée dans ma chambre. Alors j'avais peur de savoir ce qu'il y avait sous ce gros pansement. Enfin, pas peur, justement, c'est ça, c'est toute la nuance. Euh, Presque, j'avais plus peur, mais j'étais soucieuse de savoir ce qu'il y avait sous ce gros pansement, mais j'avais plus peur, en fait. Je me sentais libérée, quoi. La seule chose aussi qui était source d'inquiétude, c'est que j'avais lu Qui ne lit pas Google face à ses prochaines aventures médicales. J'avais lu des expériences malheureuses de personnes avec qui on a été trop violente psychologiquement lors du retrait du pansement. Ah Euh, oui, oui, oui. voilà, sans pincette, à qui on enlève le pansement en disant non, c'est bon, voilà, et qui vivent tout le traumatisme en pleine poire. Euh, et ça, j'avais peur. Je me suis dit, ça se trouve, ils vont pas me laisser le temps de digérer, d'être prête, voilà. Et au contraire, non, ils ont toujours été dans la bienveillance. Et une fois que j'ai vu ce qu'il en était, je me suis dit, ouais, c'est très bizarre de plus avoir de sein, Oui, parce que mais ça c'est va. ton opération, Voilà, c'était tout de suite une mastectomie. exactement, sans C'était pas, reconstruction. c'était pas partiel, c'était tout de suite une mastectomie. La tumeur était beaucoup trop grande. Et puis, euh, j'avais eu quelques semaines avant un- le résultat d'analyse qui expliquait que mon cancer était dû à une mutation génétique sur un gène qui est en plus pas banal. Parce que si je me trompe pas, sur l'ensemble des cancers du sein, c'est que 5% des personnes qui souffrent d'une mutation génétique, et donc c'est comme ça qu'on peut expliquer les conséquences de leur cancer. Et moi, dans cette liste de gènes, c'est celui qui est tout en bas de la liste, tu vois, qui est plutôt en mode 0,x% de probabilité d'avoir une mutation sur ce gène. Donc, pour toutes ces raisons, ils n'ont pas voulu prendre de risques et j'ai été totalement consentante malgré la peur que j'avais. Et ils ont préconisé de faire une ablation directe, sans reconstruction, pour le moment, pour laisser le temps de voir comment ça évolue. Ouais, c'est vrai que toi, tu baignes là-dedans maintenant et que c'est devenu facile de parler de tout ça, entre guillemets. Enfin, je veux dire, entre toutes les femmes de la communauté, on va en reparler aussi de cette communauté de cas fighteuses qui est si importante. Mais c'est vrai que quand ça nous tombe dessus et que, comme toi au départ, on n'est pas du tout au courant de tout ça, on ne sait pas c'est quoi une chimio, pas, bah, tu vois, les gens se disent, ok, ça, ils te voient que tu es branché, ils disent, ça fait perdre les cheveux, mais tu vois, plein de gens ne savent pas que ça te fait vomir, que ça te fait aller aux toilettes 100 fois par jour, que tu as le vide de retourner. Enfin, ce que je veux dire, c'est qu'en fait, finalement, on connaît très mal. Et c'est vrai que de visualiser ce que ça peut être de se réveiller en chambre en se disant, j'ai une maladie qui peut me tuer, m'opère, on m'enlève mon sein, je me réveille dans ma chambre. Enfin, je veux dire, tout ça, c'est largement pas anodin, quoi. C'est pas, tu sais, ce côté, ah, t'as été opéré, bah c'est bon du coup. Bah non, c'est pas bon du tout, tu vois. C'est juste le début d'un autre parcours, en fait. Tu vois ce que je veux dire? De Alors il y a percevoir ce quelque chose de truc. très bête maintenant, mais qui s'incrustait, une image qui s'incrustait dans ma tête quand je le vivais, c'est de me dire, alors là, j'ai été endormie sur une table et alors ça fait rire maintenant que je le dis comme ça, mais je me suis dit tel un jambon chez le boucher, on a fait Ouais. une grosse tranche de mon corps Mm. parce enfin on m'a découpé un morceau de moi. Ouais, Et ouais. donc je visualisais cette masse de moi qui m'appartient, qui faisait partie de moi, autant que mon doigt, que mon nez ou que mon orteil. Et on m'a enlevé un bout de moi parce qu'on estimait, à juste titre quand même, mais quand même on a estimé que cette partie de moi était trop dangereuse pour ma survie. Et cette considération-là, c'était psychédélique pour moi, quoi. Mais c'est pas drôle, hein, c'est hyper, enfin, c'est hyper profond parce que c'est, bah, c'est traumatisant, en fait. Mais quand C'est- je dis drôle, c'est parce que euh, j'ai cette image de, tu sais, quand tu vas chez le boucher, et que tu Mais prends oui, je vois très trois bien quand tranches il de la découpe. jambon et voilà. Ouais. Et donc là, je me suis dit, alors ça c'est moi, on a fait plus que des tranches de moi, on a fait un morceau de moi et on l'a mis quelque part ailleurs pour l'analyser. Maintenant, ça me fait rire. T'inquiète pas que en octobre 2019, ça me faisait pas du tout rire, voilà. Hein.
Et comment ça se passe du coup le retrait du pansement et parce qu'en fait tu t'es opéré mais comme tu dis après il y a la radiothérapie qui arrive. Donc t'es pas tranquille quoi, entre guillemets, t'as ces parcours continu. Comment ça se passe la découverte de ta cicatrice? Est-ce qu'ils t'ont bien accompagné justement pour enlever le pansement? Bah, Comment ça super s'est... bien. C'était extrêmement bienveillant. Il y avait ce fameux professeur qui était encore là et une infirmière. Et rebelote, je lui dis, je peux encore vous tenir la main, s'il vous plaît? Je dis, oui, bien sûr. Elle m'a dit, pour l'instant, regardez pas, regardez en face de vous. On enlève le pansement pour savoir, nous, pour savoir si tout est OK et si tout va bien. Et quand vous voulez, vous baissez les yeux, etc. Voilà. Et, euh, et en fait, en y allant par étapes, ça a duré 2 secondes, hein, entre chaque étape. En y allant par étapes, j'ai regardé, et vraiment, je me suis dit, euh, vu les circonstances, c'est même joli, en fait, parce que pareil, hein, j'avais vu des photos affreuses euh, et pas à la hauteur de la dignité humaine imaginable. Je me suis dit, oh, c'est bien fait, c'est joli. J'ai eu une sensation de c'est bizarre, j'ai plus de seins, mais c'est bien fait, c'est joli. C'est vraiment ce que je me suis dit. Voilà. Et comment ça se passe la suite pour toi? Enfin, c'est bête, mais tu vois, quand tu vas te rhabiller, que tu vas enfiler ton premier t-shirt, est-ce que ça va toujours? Et après, comment tu te lances dans la suite du parcours? Alors moi, j'ai cette chance, c'est que alors, parce que depuis j'ai été opérée pour d'autres raisons encore, euh, mon post-op se passe toujours merveilleusement bien. Ah, ça, c'est super. Alors, en fait, j'ai eu un curage ganglionnaire parce qu'ils doivent vérifier s'il n'y a pas une attaque, une dispersion de la tumeur dans le reste du corps. Mais donc du coup, j'ai cette gêne qui empêche de nombreuses personnes de se mouvoir librement. Euh, alors ça, vraiment, j'y vais, je te l'explique très rapidement parce que c'était anecdotique. Oui, j'ai eu cette gêne pendant un certain temps, mais après quelques séances de kiné, ça a complètement disparu. Aujourd'hui, je n'ai plus aucune, euh, aujourd'hui, je n'ai plus aucun souci de mobilité. Je peux me mouvoir de manière très élégante. D'ailleurs, je te montrerai la prochaine fois. Avec plaisir. Mais mon post-up se passe toujours merveilleusement bien. Bah, c'est bien, tu vois, c'est bien de pas toujours, tu vois, galérer Voilà. pour chaque Bah, étape. c'est ça. On m'a dit, bon, vous avez l'air d'aller bien, mais prenez quand même ces médicaments en prévention. Je suis d'accord, il n'y a pas de souci. Je dormais comme la belle au bois dormant. On me disait, ça va? Je lui dis, oui, ça va. Ça serre un peu parce que tu sais, ils te mettent le pansement, ils le serrent encore longtemps pour que le corps ne fasse pas n'importe quoi après l'opération. Donc j'aurais juste dit oui, alors c'est un peu serré, mais ça va, j'ai bien dormi. Et les infirmières qui te réveillent, tu sais, celles qui te réveillent à 3 heures du mat pour prendre ta température et te mettre un thermomètre dans l'oreille, tu la vois, celle-là. Elle fait, ah bon, bah tant mieux pour vous, parce que votre voisine, c'est compliqué, etc., etc. Donc moi, à chaque fois, c'était que presque du bonheur, quoi, le reste. Et tu restes combien de temps à l'hôpital? Je suis restée 3 jours. Ah oui, Ouais, c'est trois court en jours. fait. C'est ça. Et encore, aujourd'hui, quand tu te fais opérer, sauf problème majeur à noter, leur ambition, et j'ai parlé au médecin, c'était l'objet d'une discussion, leur ambition, c'est que ce soit fait en ambulatoire. Ouais, mais alors attention, en ambulatoire, faut être sûr qu'à domicile, tu as le soutien justement post-op qui va bien, et physique, et enfin médical, physique et psychologique, parce C'est ça. que quand même, t'enlèves un sein, c'est... Bon, C'est ça. Mais c'est leur ambition. C'est d'accord, c'est fou, quoi. ok. Et Et pourquoi ils veulent faire ça? parce qu'aujourd'hui, même si c'est une opération très importante pour n'importe quel être humain, c'est très facile à faire pour eux. Donc il y a très peu de conséquences physiques, en tout cas imaginables suite à cette opération. Ah oui, c'est-à-dire que physiquement, comme le geste est maîtrisé, ils ont peu de complications, donc finalement, c'est plutôt pour l'aspect accompagnement et psychologique que tu restes 2 jours de C'est ça. plus, quoi. Ouais. Mais Et qui est quand même nécessaire, on est voilà. d'accord? Alors moi, j'aurais dit, j'ai une petite fille formidable, mais j'aimerais beaucoup ne pas rentrer avec mes redons, ces Oui. fameux fils qui te sortent du corps pour que
moi j'appelle ça comme ça, mais ce n'est pas médical, que le mauvais sang sorte de ton corps jusqu'à que ton métabolisme récupère. Donc ça, c'est des petites bouteilles que tu gardes pendant ces 2, 3 jours, voire plus quand t'as pas de chance. Et donc moi, j'aurais dit non, 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 je suis très bien chez vous. Ouais, Si c'est sûr. voilà, si je peux rester, j'en suis très contente parce que j'ai pas envie que ma fille me voie avec ces bouteilles-là. Ouais, je comprends, ça c'est clair. Et comment ça se passe la suite de ton parcours pour toi? Comment tu te sens pour les jours quand tu rentres chez toi et surtout bah, la radiothérapie, elle commence rapidement derrière? Alors la radiothérapie, elle commence un mois après encore. Mais ce qui était difficile pour la radiothérapie, euh, c'est déjà la prise de décision. Parce qu'on m'a quand même dit, euh, c'est mieux que vous fassiez la radiothérapie, mais étant donné qu'on maîtrise pas votre mutation génétique totalement, on ne sait pas si cette radiothérapie peut avoir des conséquences. Si on te dit ça, merci quoi, parce que donc prenez la décision que vous voulez. Ah, super. La, la peste ou le choléra? Hmm. Donc j'ai quand même fait, hein, parce que voilà. Je pense que c'est inutile même de trouver un réel raisonnement à ça. C'est des décisions qui sont trop difficiles pour être totalement raisonnées. Et je l'ai fait. C'était fatigant, mais sincèrement, après tout ce que j'avais vécu, c'est une fatigue que j'étais ravie d'endurer sans problème. Et comment, non mais juste pour revenir sur ton retour à la maison, ce mois qui te sépare de l'opération à la radiothérapie, comment ça se passe pour toi? Comment tu te sens? Comment... Mais tellement bien, en fait. Ah oui? Je rigolais tous les jours, enfin tous les jours, je sais plus si elle venait tous les jours, avec mon infirmière, l'infirmière de ta ville à qui tu demandes de venir chez toi pour changer des pansements, etc. En fait, ça faisait partie de mon quotidien, c'était devenu mon quotidien. Et au lieu que ce soit un quotidien stressant, sincèrement, c'était juste devenu mon rituel de vie, quoi. C'était ma norme, c'était la vie de l'infirmière avant de planifier quoi que ce soit dans la journée, parce que en termes d'énergie, j'allais bien. Là où je t'ai dit que quelques mois auparavant, j'hésitais même à sortir dehors pour aller au parc d'à côté. Là, je m'en privais pas. J'étais déterminée aussi à trouver des activités, puisque effectivement, j'ai été opérée, comme je l'ai dit, en octobre 2019. Et ce qui est génial, maintenant que je fais un retour sur ce qui s'est passé, c'est que j'avais trouvé des activités physiques à faire en cette rentrée de septembre 2019. Et ça a tout changé aussi dans mon mental. Ça a vraiment eu un impact considérable sur mon mental. Je me suis dit, bon, je m'ennuie un peu entre deux rendez-vous à la Pitié-Salpêtrière. Faire des allers-retours en taxi, c'est marrant, mais j'aimerais bien trouver autre chose de plus constructif. Donc, je me suis posé la question de quel sport je pouvais pratiquer près de chez moi, et quelque chose qui soit adapté à la situation. Donc, j'ai fait deux choses. J'ai découvert le yoga. Euh, donc, le yoga, le lundi matin, près de chez toi, tu as des copains qui ont en moyenne 65, 70, 80 ans. Mais c'était euh, bénéfique. C'était extraordinaire, quoi. Vraiment, ça m'a fait du bien. Puis ça m'a fait du bien de me dire, j'ai encore 3 poils sur le caillou, je suis toujours avec mes foulards, mais je fais une activité que je faisais pas avant. Donc Ouais, du coup, mon analyse à moi, c'était que le cancer, malgré tout, m'a apporté quelque chose. J'ai fait quelque chose que je n'aurais pas fait sans le cancer, quoi. ouais, Et j'ai découvert aussi euh, le, mon club de Dragon Ladies près de chez moi. Très drôle parce que c'est à 10 minutes de chez moi, t'as un club émérite de canoë-kayak très primé, avec des champions, etc. J'en avais absolument pas conscience. Je m'étais jamais baladée dans ce coin-là. Et là, je me dis, mais il y a ça près de chez moi. Et il y a un groupe de femmes qui ont vécu un cancer du sein, qui font du canoë tous les samedis matins. Il faut que j'y aille, quoi. ouais, Et, trop bien. et voilà. Et c'était ça, en fait, ce qui comptait le plus. La petite visite la petite visite de l'infirmière pour être sûr que mon pansement aille bien, c'était le truc que je devais faire avant la chose sympa de ma journée, quoi. Donc, je me baladais, je sortais, euh, j'ai eu de la visite, j'ai pas eu une seconde à moi parce que grâce à mon entourage, à mes amis, à ma famille,
dès que je pouvais, j'étais en balade à droite à gauche sans problème, quoi. Ou alors des gens qui passaient la journée avec moi, voilà. C'est à ce moment-là que je me suis mis aux plateformes de streaming, tu vois, Netflix et compagnie. Avant, j'avais pas. Voilà. Et justement, je voulais reparler de deux choses avec toi. On va reparler des proches et de la famille. Mais à quel moment dans ton parcours tu as commencé à rencontrer d'autres femmes comme toi et à entrer dans un cercle ou en tout cas avoir d'autres femmes comme toi en dehors justement des moments où tu es à l'hôpital. Donc là, tu parles de ce groupe de sport. C'est là où tu commences à rentrer dans une communauté de femmes qui ont combattu la maladie ou en tout cas qui se battent contre elle, où dès le début, tu t'en rapproches. Alors moi, à part le groupe de canoë, je n'ai jamais été en contact avec des hommes et des femmes atteints d'un cancer. Parce que ça m'attirait pas d'aller voir des associations. D'accord. Euh, voilà, je me sentais pas à l'aise avec cette idée. Euh, me demande pas pourquoi, moi-même j'ai pas de raisonnement, mais c'est juste je me sentais pas attirée par l'idée de rejoindre une association. Et pour moi, il y en avait que deux sur le marché entre guillemets. Et, bof, je voulais passer à autre chose. Et puis encore une fois, mes amis, ma famille ont fait que j'ai eu un planning bien chargé, donc j'en ressentais pas le besoin. Mais donc rejoindre ce groupe de canoë en septembre 2019, ça m'a beaucoup aidé. On parlait jamais de maladie, c'était pas cette approche de la maladie. Sincèrement, ça aurait pu être un groupe de canoë euh, tout court, tout simple, sans ce contexte-là. J'aurais pas vraiment senti la différence, quoi. Euh, et puis j'ai lu un livre de Géraldine Dormoy à cette époque-là, qui a parlé de sa propre expérience de son cancer du sein et qui a créé une communauté sur Facebook notamment. Donc c'est comme ça que j'ai compris qu'il y avait un concept de communauté qui peut être intéressant aussi. De dire ah oui, en fait on peut parler à des gens, on peut s'apporter des choses mutuellement. C'était léger, mais par exemple, bah, juste avant mon opération, elles m'ont beaucoup aidé à gérer ma peur. En tout cas, l'idée de de communauté autour de la maladie, euh, j'en ai compris le concept que à la fin de mon traitement, quoi. Ah oui, d'accord. Parce que à quel moment tu te décides à créer Allons-y Prévention? Donc, comme je t'expliquais, j'ai très peu été en contact avec les communautés de malades, hein. Ça a commencé un petit peu à la fin de mes traitements. Et puis, il y a plusieurs choses qui se sont enchaînées. Déjà, ça a commencé à être une idée qui a germé comme ça, très rapidement, de me dire, je suis en train d'être guérie, je suis sur la fin du parcours, mais j'ai envie d'aider des gens comme on m'a aidé moi. J'ai eu une charmante association, par exemple, qui est venue quand j'étais en pleine chimio, discuter un petit peu avec moi pour être sûr de savoir si tout va bien. Il y a ces moments de partage qu'on te propose dans cet hôpital qui sont intéressants. Et je me suis dit, peut-être que ça va être ça mon truc. Peut-être que mon truc, ça va être de rejoindre une asso de ce type pour, euh, pour donner du temps dans les hôpitaux, etc. En même temps, il y a eu une autre réflexion dans ma tête. Je me suis dit, la partie cancer, ça va, j'arrive à en parler, mais la partie génétique, je la maîtrise pas. Donc j'ai commencé à me rapprocher de l'association Génétique Cancer. Je me suis dit, bah, je vais prendre des renseignements, je vais essayer de comprendre vraiment ce qu'il en est, etc. Ajouté à ça, j'avais participé au concours Estée Lauder, le concours photo. Et je faisais partie des sélections, il y a une présélection de 40 photos. Donc tout s'est un peu enchaîné puisque j'avais fait un premier plateau télé. Donc il se trouve que c'était sur le thème des cancers génétiques. Génétique Cancer était invité. On a parlé de moi, du concours photo, de mon activité canoë. C'était un moment hors du temps, quoi. Et à la fin, Laetitia Mendes, qui est la présidente de Génétique Cancer, elle me dit, toi, tu vas être mon ambassadrice. Je fais, d'accord. Ok, je sais pas comment je peux aider, mais je veux bien le faire. Et donc, tout ça pour te dire que progressivement, il y a une espèce de puzzle un peu désorganisé qui a commencé à placer ses pièces.
Donc je me suis dit, ah, donc peut-être que l'association que je vais rejoindre, c'est celle-là. Et puis pareil, comme c'est aussi une communauté d'ambassadrices, de personnes qui prennent la parole, je me suis dit, ah bah en fait, il y a beaucoup plus de choses, beaucoup plus d'associations, de regroupements, de prises de parole que ce que j'imaginais. J'ai vu un centième de ce qui existe réellement et j'ai compris que j'ai balayé trop vite d'un revers de la main l'idée de me rapprocher de ce type de regroupement. Et ça m'allait très bien, sauf que donc j'ai été annoncée en rémission en janvier 2020. J'étais partie pour reprendre ma petite vie. Je me suis offerte un mois de repos et comme je crois que je suis plus forte que les autres, je me suis dit que je vais reprendre mon travail en mars 2020. Enfin, grosse erreur. Faut pas faire ça. Faut même quand psychologiquement ça va bien globalement et qu'on pense que physiquement ça va bien, c'est pas possible quoi. J'avais envie de dormir tous les après-midi. J'étais complètement déphasée et donc je suis très contente. Enfin, ça m'a été bien utile qu'on soit en confinement avec le Covid, etc. Parce que du coup, pu reprendre doucement mon travail et me reposer comme je méritais de me reposer après ce type d'épreuve. Le Covid a été ce qu'il a été, mais moi je pensais juste euh, reposer juste les briques de ma vie, quoi. Le travail, c'est que ça se passe comme ça. Ok, le Covid, ça se passe comme ça. Ma vie de famille, ça se passe comme ça. Et je refais mon petit bout de chemin. Sauf que on est à la veille du deuxième confinement et j'entends beaucoup dans les médias, à la radio, à la télé, où tu veux, que les diagnostics de cancer sont en diminution et non pas parce que la magie de l'amour a opéré, mais en fait parce que les gens avaient peur d'aller chez le médecin, consulter chez le médecin à cause du Covid. Et je me suis dit non, je ne suis pas d'accord. Moi, Alexandra, je décrète que je ne suis pas d'accord. Et j'ai réfléchi à ce que je pouvais faire à l'époque, de pas trop chronophage, parce que je me suis dit, euh, je préfère qu'on m'envoie quelque chose que je puisse publier dans un seul endroit et que ça puisse aider. Et puis je me dis, allons-y, quoi, allons-y. Et puis je me dis, bah voilà, j'étais au téléphone avec ma sœur. Je dis, bah voilà, je vais appeler Allons-y prévention. Comme ça, les gens vont être motivés à se sensibiliser et faire de la prévention. Et donc, à l'origine, comme j'ai eu un cancer du sein, je pensais que j'allais le faire que sur le cancer du sein. Que je n'allais demander que des témoignages de personnes qui ont eu un cancer du sein pour qu'elles nous expliquent comment elles ont été diagnostiquées, qu'est-ce qui fait qu'un jour, elles ont décidé d'aller voir le médecin. Ce que je voulais, c'était prouver qu'il n'y a pas de bon moment pour aller voir le médecin, c'est quand quelque chose ne va pas, on y va. Sauf que sur Instagram, j'ai vu une personne, trois personnes, quatre personnes me dire, ah mais c'est génial ton idée de faire un recueil de vidéos sur le cancer. Moi c'est dommage, j'ai une tumeur neuro-endocrine, j'ai aucun espace où je peux m'exprimer, j'aimerais bien en parler là. Ah c'est dommage, j'ai une tumeur du poumon, j'ai un cancer du côlon, j'aimerais bien en parler mais je peux pas là. Et puis j'ai réfléchi, je me suis dit attends, pourquoi je limiterais au cancer du sein? Et en plus, même de ma propre histoire, ma mutation génétique fait que malheureusement, je suis sujette à d'autres cancers que le cancer du sein. Tous les ans, je suis suivie pour la thyroïde, la peau, les reins, enfin, tout un tas de choses très joyeuses. Donc, c'est aussi le reflet de mon histoire de parler d'autre chose que du cancer du sein. Et je me suis dit, bon, bah, ouais, je vais réussir à voir quelques vidéos, quoi. Et là, il y a une espèce d'engrenage où je reçois 15 vidéos d'un coup. Je me dis, waouh, les gens sont très motivés. Et je me suis challengée à publier une vidéo par jour pendant un an. Là, on est en novembre 2023. J'ai publié plus de 500 témoignages de Waouh. femmes et d'hommes sur toute typologie de cancer. J'ai même fait des interviews un peu people. J'ai fait un nombre de lives assez important. Euh, c'est, j'aurais jamais imaginé arriver jusque-là en lançant ce projet, quoi.
Oui, c'est ça, surtout que c'est entièrement à destination des autres. C'est pas un business, c'est vraiment, enfin, c'est tu donnes de ton temps aux autres pour partager et diffuser tous les tips de prévention qu'il peut y avoir. Parce qu'en fait, dans chaque parcours peut apporter des nouveautés, des bonnes idées, peut-être aussi des fois la médecine avance, donc des protocoles qui n'existaient pas pour ceux qui avaient fait leur premier témoignage. Et c'est vrai que quand tu m'avais proposé aussi de parler du cancer de la peau, alors que je n'avais pas eu un mélanome et un carcinome, même s'il était malin et que bah, j'ai ma belle cicatrice d'Harry Potter sur le front, euh, je me sentais pas légitime parce que ma vie est pas en danger. Alors j'en ai d'autres qui arrivent, c'est quand même le visage. C'est sûr que quand tu as un carcinome infiltrant qui te creuse l'os du crâne, bah derrière c'est le cerveau. Donc c'est aussi un sujet dont parle beaucoup Magali, mon carcinome tête de licorne, c'est que quand tu as des carcinomes qui sont sur des endroits où si ça s'infiltre, ça arrive directement bah, au niveau du cerveau, quoi, donc au niveau de bord du nez, les yeux, le crâne. Mais c'est vrai que je me sentais pas légitime parce que c'est vrai que quand on voit tous ces parcours de cancer du sein ou de d'autres cancers hyper invasifs avec des grosses chirurgies, et donc je te remercie parce que la prévention, elle est partout. Et on peut mourir d'un cancer de la peau, de mélanome. Et c'est vrai que ça, c'est une prévention qu'on fait pas beaucoup, tu vois. Et c'est que moi, quand je dis bah, la lingerie, l'anti-UV, attention, quand vous avez une cicatrice, votre peau est lésée, vous pouvez. C'est un facteur aggravant et ça vous met à risque d'avoir un cancer de la peau sur cet endroit de votre corps qui a été lésé. Le fait aussi que tu m'avais proposé, tu vois, de témoigner, je trouve que ça te permet, tu vois, de diffuser ta prévention partout. C'est-à-dire, et d'aller toucher des gens qui, à la base, seraient peut-être pas allés voir ton compte parce qu'ils se disent, bah non, je suis pas concernée. Tu vois ce que je veux dire? Mais Mais exactement, d'intégrer moi, dans ta il y a prévention de manière large, tu arrives à te mettre un peu, d'aller chez tout le monde. Et ça, je trouve ça formidable parce que souvent, ce qu'on peut voir aussi dans les maladies, c'est que on est tous entre nous, quoi. C'est-à-dire, tu vois, les cas fighteuses sont ensemble, les femmes qui sont opérées de chirurgie bariatrique sont ensemble, les césarisés sont ensemble. Et en fait, ces parcours se croisent jamais, alors que parfois, malheureusement, et ben, on peut être dans les trois, en fait. Tu vois? Mm. Bien Voilà. évidemment. Il y a des choses très intéressantes dans ce que tu viens de dire. C'est que quand je demande aux personnes de faire des témoignages, alors j'ai deux réactions qui, qui m'étonnent, enfin qui m'étonnent plus parce que j'ai l'habitude, mais qui m'impressionnent, c'est que il y a des personnes qui s'excusent de pas avoir eu un cancer terrible qu'ils ont dévasté. Je leur dis justement, moi ça m'intéresse de dire que grâce à une bonne prévention, ou en tout cas à une réaction très euh, en amont d'un problème, finalement, le cancer n'est pas forcément synonyme de mort ou de périple désastreux qui te démolit la vie. Et à l'inverse, parfois on me dit, ah, mais je sais pas s'il faut que je raconte mon histoire parce que j'en suis à ma deuxième récidive et je veux pas diffuser un discours négatif. Mais c'est aussi ça la réalité du cancer. Et c'est ça que je veux. Moi, en vrai, j'ai un nombre suffisant de témoignages. Mais moi, ce que je voulais, et pourquoi j'ai pas juste basé mon compte sur ma propre vie, c'était de dire que justement, on peut pas se permettre de dire qu'il y a un seul schéma qui est plus juste qu'un autre, quoi. Que quand on entend cancer, il faut pas il faut pas jouer à Dr House et on peut pas se dire ah ça va se passer comme ça et puis c'est tout. Non, il y a plein de choses qui peuvent se passer. Et puis, si je fais des lives avec des associations ou autres, c'est aussi parce que il y a des très belles associations qui existent dans le domaine des cancers, mais il y a des plus petites associations qui agissent au niveau régional, local ou sur des problématiques bien précises, qui n'auront jamais l'occasion de prendre la parole, de s'exprimer, de toucher les personnes qui pourtant sont concernées. Et si je peux offrir ça, je le fais. Et puis, il y a des personnes qui sont tellement inspirées suite à leur parcours Ouais. que moi, en fait, j'adore. Je suis la pire commère du quartier. Moi, je suis là, ah ouais, t'as fait ça? Ah bon? Et ça, t'as fait ça comment? Voilà, moi, j'adore. C'est de dire qu'on peut produire suite à son cancer et que, Apporter de la valeur aux autres, en fait. Ça, c'est incroyable. par exemple, moi, il y a plusieurs choses.
Je sais qu'il existe des techniques aujourd'hui pour réduire au maximum, voire pour les chanceux, faire disparaître des cicatrices. Oui, Moi, sincèrement, j'ai pas envie de pas voir mes cicatrices. ouais, ça c'est très intéressant ça. Ça, Parce que, c'est un grand débat, ça, tu sais. ouais, Ouais, parce que ça voudrait dire que ce que j'ai vécu n'a pas existé, que j'ai pas traversé ce que j'ai traversé. Moi, c'est ma coupe, quoi. J'ai ramené la coupe à la maison. Bah, moi, elle a une forme de cicatrice, ma coupe. Euh, Ça m'embêterait que ça ne se voit pas. Et de la même manière, euh, certains veulent le plus sincèrement du monde tourner la page, dire c'est une partie de ma vie, je veux plus qu'on en parle, etc. Je refuse que 10 mois de mon existence n'aient servi à rien, que 10 mois de mon existence, ma vie n'ait pas eu de sens en fait. ouais, C'est pas possible. Je refuse. Donc, de montrer aussi que pour d'autres, pas que moi, c'est euh, une expérience terrible et encore plus terrible chez d'autres, certes, mais qui m'a apporté beaucoup sur qui je suis, ma façon de voir la vie, de ma façon de vouloir prendre ma vie en main et comment je peux aider les autres et les mettre en lumière, etc., etc. Tout ça, c'est précieux pour moi. Je ne veux pas que ça n'existe pas. C'est impossible. ouais. Et puis c'est vrai que bah, déjà ce que toi tu fais à titre associatif, en fait, c'est vraiment extraordinaire. J'imagine que du coup après tu t'es aussi sur les réseaux sociaux rapproché de d'autres femmes qui lançaient des initiatives même peut-être différentes. Je pense à Fanny par exemple avec Maki Mon Crâne ou enfin toutes celles qui avaient des initiatives de donner aussi à des femmes qui sont dans la maladie et de les aider à leur donner de la force. Moi, je nous vois comme les Avengers, un Voilà, peu. c'est ça. Mais c'est exactement ça. Et c'est exactement ça. Oh, tu m'inspires un dessin de ouf. Oh là là, tu m'inspires un dessin là. Oh, Ouais. mais oui, mais trop. Pour Mais moi, c'est exactement ça. C'est voilà. exactement ça. Et qu'est-ce que ça t'a apporté? Ça me fait un peu des frissons là. Qu'est-ce que ça t'a apporté euh, dans ta reconstruction de force, de peut-être d'appartenance aussi, de femmes qui avaient traversé ça comme toi? Je demande ça parce que tu parlais beaucoup au départ quand tu t'es posé la question sur le message que tu voulais faire passer, tu l'as très bien dit au début, c'est de ne pas être seul. Je dis ça parce que les réseaux sociaux ont des aspects négatifs, mais je trouve que dans la bataille de la maladie, et je vous vois tous les jours parce qu'avec Wounded Woman, on accompagne beaucoup de femmes qui sont opérées dans la maladie, euh, je trouve que la force que, tu vois, on peut trouver sur les réseaux sociaux par le fait justement de se retrouver sur des thématiques communes de prévention, par exemple, euh, c'est unique. Enfin, c'est extraordinaire. Je trouve ça extraordinaire. Qu'est-ce que, Moi, qu'est-ce que ça a changé dans ta vie? moi déjà, dans ma vie à moi, euh, j'ai arrêté d'être passive. C'est-à-dire qu'avant, j'estimais que ma vie était correcte, donc je ne me permettais pas d'exprimer ce que je voulais ou ce que je voulais pas, puisque j'estimais que ça va. Tu vois, le ça va, un peu mou là, un, un peu flasque là, de ça va. Et je me suis rendu compte que ce ça va, il est pas suffisant et que si je veux plus, je mérite plus et que je peux atteindre plus. Et donc c'est pour ça aussi aujourd'hui que j'ai pris des décisions professionnelles notamment, puisque je suis une joyeuse entrepreneuse, voilà, chose que j'aurais jamais osé faire avant. Mais même euh, dans ma vision de tout, de ma vision de voir mon couple, d'être une maman, euh, de savoir pourquoi je fais des choix de vie euh, pour lesquels je privilégie de vivre des moments, tu vois, euh, moi, passer un week-end où j'ai pas fait quelque chose qui me tient à cœur, pas des choses extraordinaires, hein. J'ai pas besoin d'aller au sommet du Mont Blanc pour dire que j'ai vécu un truc de fou. Mais si j'ai pas, si j'ai pas fait quelque chose qui m'a fait sincèrement plaisir ou Ok, qui m'a ouais, sincèrement t'étais lié avec des gens, présente. T'étais pas en train voilà, d'attendre, t'as vécu le truc. Même si voilà, c'est juste exactement. prendre ton café en plein soleil, quoi. Voilà. Mais là, je peux dire que prendre mon café en plein soleil, euh, Avec de la crème solaire et protection anti-UV. voilà, et tout ce qu'il faut, bah,
je pourrais te décrire maintenant la sensation de la chaleur sur mon corps, alors qu'avant, bah, j'étais plus concentrée à boire mon café parce que je vais faire les courses juste après, quoi. Et tu sais, Et ça, c'est extraordinaire. Et tu sais, ça, c'est quelque chose qui est hyper partagé avec toutes les femmes qui témoignent ici sur la résilience. Parce qu'à un moment de leur vie, la mort a été pas très, très loin. Et je trouve que ce sursaut de vie, il te fait voir les choses de manière totalement différente. Alors, ça veut pas dire que des fois, tu ne te prends pas la tête pour des trucs un peu insignifiants, mais je reconnais tout à fait ce que tu dis de dire, là, je suis capable de te dire ce que ça me fait, les rayons du soleil sur ma peau, alors qu'avant, j'y prenais absolument pas attention. C'est des choses toutes bêtes, mais comme tu dis, c'est ton moment à toi, et si tu l'as eu pendant le week-end, bah, tu dis, voilà, j'ai vécu le truc, j'incarne ma vie. Je suis pas en train de la regarder passer et d'être, comme tu dis, dans le ça va, ça va. et c'est ça. Euh, Et les réseaux sociaux, alors, je suis très fière de faire ce que je fais, mais pour le d'une fois, j'ai failli arrêter. ah, euh, Parce que malheureusement, de la même manière que je t'ai dit que j'ai plus de 500 témoignages sur le compte, euh, j'ai perdu une grande partie de cas fighteuses. ah, bien sûr. Euh, et ça, c'est dur parce que tu crées de la proximité avec des gens. Donc ça, c'est terrible. Mais et pour l'avoir vécu récemment, ça me Oui. fait toujours poser des questions. Mais ce que je me dis aujourd'hui, ce qui fait que j'arrive toujours à continuer, c'est que je me dis que bah j'ai eu cet honneur que cette personne-là, à un moment, elle se pose, elle raconte son histoire et que j'ai ce pouvoir aujourd'hui de pouvoir redistribuer son histoire 1000 fois si je veux pour que son discours perdure. Et ça, c'est quelque chose qui a énormément d'importance pour moi. Et je dirais aussi que euh, je suis très fière de faire partie des Avengers de la prévention santé. Mais parfois, on peut se perdre Oui, dans ça. J'ai eu, syndrome du sauveur. voilà. Donc il s'est passé tout ça juste après ma rémission, le concours photo, la télé, le compte, l'association. Il s'est passé 1000 choses. Et du coup, à un moment, je me suis dit, bah c'est ça, c'est la révélation, c'est que ma vie doit ressembler à ça. Je dois faire uniquement de la prévention cancer. Je vais être reconnue pour ça. Les gens aiment mon travail dans ce que je fais par rapport à ce Ouais, là, etc. Et en fait, quand ça s'est calmé, je me suis dit, bah, mais non, pourquoi? qui suis-je? Où suis-je? Voilà. Où vais-je? Et en fait, je me suis dit, mais, et c'est là où j'ai réussi à traverser ça en me disant que c'est très bien ce que j'ai vécu, mais ça a beaucoup de sens. Il faut pas que ça me qualifie, me détermine tout au long de ma vie. Aujourd'hui, je fais des choix professionnels justement parce que je veux plus euh, travailler avec des gens qui incarnent quelque chose, qui apportent quelque chose à notre société, euh, mais pas forcément dans la santé, dans des domaines bien divers. Et ça, c'était déjà ancré en moi. C'est une valeur chez moi depuis bien longtemps, sauf que j'ai jamais osé l'exprimer, j'ai jamais osé en faire quelque chose de productif et d'en faire une valeur ajoutée. Alors certes, c'était dans ma vie perso, mais pas dans ma vie pro. Et là, j'ai décidé que non, ma vocation, c'était pas de travailler dans le cancer du sang triple négatif pour cause génétique, que ça, c'était quelque chose que j'apportais à la société parce que je fais le choix de le faire, mais que j'avais d'autres projets de vie. Et donc, j'ai dépassé tout ça. Je suis allée plus loin que ça. Et c'est ce que je vois, moi, à travers les réseaux sociaux, c'est que parfois, je m'inquiète pour des Avengers que j'adore, mais j'aimerais qu'elle voie comme nous, on voit le nous général, que ce sont des personnes extraordinaires en dehors de la problématique cancer et santé, etc., etc. Ouais, ouais, bien sûr. Après, c'est très dur quand t'es dedans et que surtout tu te dis que t'arrives à, enfin, je vois un peu, que t'arrives à avoir une certaine autorité, que ton message est entendu. Tu te mets comme une espèce de mission de pas t'arrêter. Et donc, c'est difficile après de dire, bah, si je fais une pause, je m'implique moins, tu as l'impression de laisser tomber, en fait. Et comme tu dis, en fait, des femmes qui sont malades, il y en a qui décèdent. Moi, c'est quelque chose que j'ai découvert aussi en commençant à entreprendre dans la santé, et notamment auprès de femmes malades et qui sont opérées, etc. Et je m'y attendais pas. Il y a des femmes qui ont témoigné comme toi sur ce podcast qui sont décédées.
Je m'attendais pas non plus à être confrontée à ça, à des femmes aussi qui sont malades et qui sont malades toute leur vie. Euh, et c'est vrai qu'à un moment donné, tu te dis, euh, en fait, il n'y a pas de limite. Il n'y a pas de limite à l'énergie que tu peux dépenser pour soutenir, pour aider. Mais à un moment donné, si toi-même t'es épuisé ou que toi, tu t'y retrouves plus, finalement, tu n'aides plus personne. Donc, il faut trouver une juste mesure. Et c'est vrai qu'il faut aussi parler du fait que on peut décéder. Tu vois, des fois, je trouve que d'être trop dans la force, dans le combat, faut aussi se souvenir que y a des femmes qui partent. Et c'est vrai que tu vois, depuis 2 ans qu'on échange et que je vous suis toutes les Avengers, etc., de voir déjà le nombre de femmes qui sont parties, c'est un peu effrayant, tu vois. Et ça donne envie aussi de dire aux gens, c'est bien de faire de la prévention sur Octobre Rose et de rendre tous les magasins roses, mais ce serait super surtout de donner pour la recherche pour que ces femmes-là, elles décèdent pas, en fait. Donc voilà, il y a cette partie-là aussi. Euh, mais je voulais juste, pour quand même, sur le sujet de la prévention et de la prise de parole et de la représentativité, ce dont on a besoin quand on est au fond du trou, quand on est en chimio, quand on est malade et qu'on se sent seul. Est-ce que tu veux bien quand même nous dire 2 mots des Champs-Élysées? Parce que je pense que c'était quand même un moment absolument incroyable et malgré tout ce qu'on vient de dire et qui peut faire beaucoup beaucoup de bien si tu veux bien nous en dire 2 mots. Alors, il y a plusieurs choses que j'ai envie de te dire, c'est que justement par rapport à la solitude, moi, clairement, je peux pas guérir les gens du cancer, mais je voudrais, euh, et je pense, y contribuer, montrer que cette charge mentale qu'on a de se dire, à cause de la maladie, je suis pas à la hauteur par rapport à mes enfants, par rapport à mon conjoint, par rapport à mon travail, il y a une part de, quelque part, je mérite pas d'être aimé. C'est assez violent ce que je dis, mais je le pense sincèrement, parce que les gens les plus dépressifs pendant la maladie, c'est ceux qui pensent que, et c'est comme ça que je vois en tout cas, qu'en étant malade, leur vie doit être en pause, et donc ils ne méritent pas de vivre, de vivre dans le, pas le sens biologique du terme, mais dans le sens aspirationnel du terme. Et non, non, déjà, concentrons-nous sur ce qu'il y a à faire au niveau santé, mais pour tout le reste, il y a, on a tellement d'opportunités aujourd'hui, et pas que à Paris ou pas que dans les grandes villes. Il y a des merveilleuses associations qui agissent aux quatre coins de la France, dans des régions qu'on pourrait imaginer moins servies en termes d'activité. Faut juste savoir regarder. Euh, donc c'est ça que je veux faire, c'est dire euh, on ne devrait pas avoir cette réflexion, ce tabou qui nous pèse encore plus que dans n'importe quelle, enfin, en tout cas certaines maladies. On n'a pas besoin de ça. Donc moi je mets en lumière ces solutions-là. Je dis voilà, voilà, ça existe. Tu peux faire ça, tu peux faire ça, tu peux faire ça. Ouais, Euh, c'est génial. voilà. C'est formidable. Et, euh, et effectivement, j'ai été invitée cette année à défiler aux Champs-Élysées via l'association Ruban Rose. Je l'ai accepté pour plusieurs raisons, plusieurs choses m'ont motivée. Déjà, cette association, euh, sa vocation en tout cas, c'est justement de récolter des fonds pour la recherche. Elle défend des projets admirables. Donc je me suis dit que si être présent permettait d'agir dans ce sens-là, je dois le faire. Ensuite, ces défilés, il n'a pas que des supporters. Parce que justement, il y a ce côté, non, avoir un cancer du sein, c'est pas être rose et avoir des paillettes dans sa vie, etc. Évidemment que non. De toute façon, c'était pas ça. Le défilé, c'était pour dire j'ai été malade, mais je suis en vie. C'est surtout ça. Alors pour toi et moi, oui, mais je sais que pour d'autres personnes, non. Ah, d'accord. Voilà, je sais de sources sûres que pour d'autres personnes, non. Moi, c'est pas la maladie que j'ai envie de voir rose à paillettes. C'est tout ce que j'ai envie de vivre, toute mon intensité de vie, de pourquoi j'ai envie d'être guérie, pourquoi j'ai envie de dépasser ce cancer-là. Bah oui, ça me plaît bien que la couleur représentative de cette incarnation de vie, ce soit rose et que on m'ait mis des belles paillettes un peu partout pour défiler ce jour-là.
Et ce qui est extraordinaire dans cette édition, quitte à choisir une édition, c'est qu'on était 199 femmes et un homme pour vraiment montrer la réalité du cancer, parce que de tous âges, toutes origines différentes. C'était intéressant de manifester ça. Et en plus, on était accompagnés de soignants divers et variés, que ce soit des chercheurs, des infirmières, Ouais. des disciplines très différentes. Donc ça avait beaucoup de sens. Et puis d'un point de vue euh, personnel, j'ai eu un énorme bonheur de rencontrer en vrai des personnes qui ont témoigné chez moi. Voilà, des personnes que je voyais pas plus grand qu'un rectangle sur mon portable, d'avoir pu leur tenir la main, les serrer contre moi, ça m'a permis d'apporter encore plus de sens. Et il y a déjà pas mal de sens dans ce que je fais, dans ce que je fais. Ça m'a, là, c'était la cerise sur le gâteau, quoi. Me dire que j'ai pas juste fait une requête d'une meuf lambda sur Instagram. Voilà, c'est une personne avec qui j'ai eu sincèrement de la joie de rencontrer, de serrer la main, d'être là à faire les pitres en faisant des chorés comme si on était des stars de Broadway là. C'est extraordinaire. Puis je l'ai fait aussi, alors pour mon mari, mais c'est un grand garçon, mais pour ma fille qui était là, ma fille de 7 ans. Aujourd'hui, quand elle voit dans la rue un ruban rose, elle est hyper fière. Elle se dit ouais. Ma mère, elle était aux Champs-Élysées, quoi. C'est voilà. Donc du coup, même si elle sait que parfois, enfin tous les X temps, j'ai rendez-vous à l'hôpital pour être sûr que tout va bien, etc. Je crois sincèrement qu'elle n'a pas d'inquiétude. Et j'estime qu'à 7 ans, on devrait pas porter cette inquiétude de toute façon. Pour elle, tout ce que je fais, tout ce que j'incarne, c'est que j'aide des gens à supporter leur maladie, des gens qu'elle a même rencontrés au défilé, et que ma mère a trop la classe parce qu'elle a défilé à cause de sa maladie sur les Champs-Élysées. Rien que pour ça, il y a personne au monde qui pourra me convaincre que ce défilé n'avait pas de sens, quoi. Voilà. Ouais, de toute façon, de voir les images quand vous vous tenez la main et tout, de fierté, enfin, tu vois, tu peux pas ne pas comprendre à quel point c'est très fort comme symbole. Et encore une fois, pour vous voir, pour en accompagner beaucoup, surtout pour la partie post-op, c'est tellement de souffrance, c'est beaucoup de solitude et d'inconnu et de peur que ces moments, ils doivent exister. Et même si les gens n'y sont pas physiquement, rien que de les voir, les images, ça nourrit tellement de force. Et franchement, bravo et merci de partager tout ça. Euh, pour conclure l'épisode, si tu devais justement donner quelques conseils, bon, je pense que tu l'as déjà dit, mais si tu devais donner trois conseils clés à une femme ou un homme, mais c'est vrai qu'on parle beaucoup pour les femmes sur ce podcast, mais qui apprendrait qu'elle est malade, qu'est-ce que tu lui donnerais comme conseil? Ce que je donnerais comme conseil à une personne qui apprend qu'elle est malade, c'est déjà d'accepter ses émotions. Il y a personne qui doit nous convaincre que notre émotion n'est pas juste. Euh, Par exemple, en tout cas pour le cancer du sein, on a toujours ce bon copain qui nous dit que la collègue de sa mère a un cancer du sein et que ça va aller parce qu'elle est vivante. Non, c'est normal d'être triste, d'être paniqué, d'avoir peur, tous ces sentiments-là sont extrêmement normaux. Il faut les embrasser, mais il faut pas rester dedans. Faut pas rester dedans. Faut accepter que oui, on est dévasté, mais il faut accepter que ça va mieux aller. En tout cas, émotionnellement parlant. Si on peut pas faire de promesses sur l'aspect physique, euh, j'ai connu des femmes extraordinaires euh, qui, euh, quel que soit leur statut, ont eu un mental d'acier parce qu'elles ont profité de chaque instant de la vie. Et, et une fois qu'on a accepté ça, il faut se dire, bah voilà, je veux pas être passive, quelles que soient mes motivations, quelle que soit l'ampleur de ce que je veux faire. Euh, je ne dois pas subir plus de souffrance que ce que ma condition physique me donne. Donc, on n'est pas obligé de parler de sa maladie. On n'est pas obligé de faire des podcasts et des comptes Instagram pour dire qu'on a été malade. Mais il faut que ce soit un choix. Il faut que ce soit une décision et pas une oppression parce qu'on a l'impression que la société
ne va pas nous accepter, nous respecter malgré notre maladie. Et à partir de là, eh bien, quand on a décidé de ce que vous voulez faire, bah, d'oser partager. Aujourd'hui, il y a des associations merveilleuses, des groupements incroyables. On peut faire tout, on peut se lancer dans l'art, la danse, le sport. Il n'y a pas de limite. Et on peut toujours accomplir quelque chose tant qu'on est vivant, on est vivant, hein. Voilà, hein. Même, même faire son potager qu'on n'a jamais fait dans son jardin parce qu'on manquait de temps. Bah, si c'est ça ton défi de vie pendant ton maladie, bah, grand bien te fasse, vas-y, fonce. Il y a des super tutos pour faire des potagers, il n'y a pas de problème. Mais de la même manière que si ton but dans la vie, c'est de guérir pour faire un saut en parachute ou de monter sur scène, on a aussi ces possibilités-là grâce à la motivation et la mobilisation de gens extraordinaires, quoi. Ouais, t'as tout à fait raison. Bah écoute, moi je te remercie beaucoup pour tout ça. Merci pour tout ce que tu fais au quotidien. Merci d'avoir témoigné, aussi d'avoir repassé tous les bons messages. On mettra aussi dans les ressources toutes les associations déjà que tu peux me donner ou les liens qui vont bien. Allez regarder des vidéos sur le compte d'Alexandra Allons-y Prévention. Et puis, si vous avez des questions, est-ce qu'on peut t'écrire sur ton compte? J'imagine que oui. Évidemment, bienvenue. Et puis, bah, écoute, nous, on se dit à très vite. J'espère qu'on se revoit bientôt. Et je te remercie encore pour tout ce partage. Et j'espère que tu es fière de toi. Je suis fière de moi et tu dois être fière de toi aussi à travers tout ce que tu fais dans tes activités, à travers ce merveilleux podcast. Ah, c'est gentil, merci. Bah, écoute, je t'embrasse beaucoup et je te remercie. On se dit à très vite. À très vite. Et voilà, une belle heure et quart passée en compagnie d'Alexandra. Merci d'avoir écouté l'épisode jusqu'au bout, d'avoir découvert son histoire. Peut-être du coup de se sentir moins seule. Je vous donne rendez-vous sur le site wondedwomen.fr pour encore plus de détails, pour prendre soin de soi, pour découvrir notre lingerie spécialisée qui permet de soulager les femmes qui ont eu des chirurgies et donc dans le cas de cancer, mais aussi dans le cas de la maternité. N'hésitez pas à nous écrire et puis mettez-nous un commentaire ou 5 étoiles pour aider le podcast à se faire connaître et aider encore plus de femmes. Je vous dis à très vite et surtout, prenez soin de vous.